Personne de ma famille n'est venu à mon mariage. Quelques semaines plus tard, ma sœur a déposé plainte contre moi. Je pensais que c'était une blague. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse avec la police. J'ai remarqué le silence avant de remarquer les sièges vides. Les portes au fond de la chapelle se sont refermées derrière moi, pendant une demi-seconde, tout a semblé normal. Une musique douce. Des invités debout. Thomas se retournant avec ce sourire nerveux qu'il affiche toujours quand il essaie de ne pas montrer d'émotion. Ma main s'est serrée autour de la sienne sans réfléchir. Sa paume était chaude, stable, exactement ce dont j'avais besoin à cet instant. Puis mes yeux ont glissé vers la gauche. 3 rangées entières, vides. Pas en retard, pas en train de se remplir. Pas de personne debout dans l'allée. Juste des rangées de chaises en bois polies sans manteau, sans sac à main, sans visage familier se penchant pour chuchoter ou saluer. Le côté réservé à ma famille semblait n'avoir jamais été destiné à accueillir qui que ce soit. J'ai continué à avancer parce que c'est ce que l'on fait quand tout le monde vous regarde. On ne s'arrête pas. On ne se retourne pas. On ne pose pas de questions à voix haute. On avance et on fait semblant que cette oppression dans la poitrine n'est que de la nervosité et non quelque chose de plus aigu. Quelqu'un s'est raclé la gorge près de l'avant. J'ai entendu quelques chuchotements se propager dans la pièce, pas assez fort pour être impoli, mais assez pour être perçu. Une femme que je ne connaissais pas a jeté un coup d'œil des rangées vides vers moi, puis a détourné le regard, comme si elle venait de réaliser qu'elle me fixait. Thomas a de nouveau serré ma main. Il n'a pas regardé les chaises. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme si en ne les reconnaissant pas, elles pouvaient disparaître. Elles ne l'ont pas fait. Je me suis tenue à l'autel face à lui et j'ai essayé de me concentrer sur sa voix pendant que l'officiant commençait. Les mots étaient familiers. Je les avais entendus à d'autres mariages. Amour, engagement, famille. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je n'ai pas réagi. Des années passées dans l'armée m'avaient appris à garder un visage neutre, même quand ma tête était en ébullition. Du coin de l'œil, je pouvais voir mes collègues de la base, quelques amis d'entraînement, et les parents de Thomas au premier rang, souriant un peu trop fort. Sa mère m'a fait un petit signe de tête comme si elle essayait de me dire quelque chose sans le dire à voix haute. J'ai hoché la tête en retour. Personne n'a demandé où était ma famille. Pas à voix haute. Pas encore. Quand la cérémonie s'est terminée, la salle s'est remplie d'applaudissements. Des chaises ont raclé le sol. Les gens se sont déplacés. Le bruit est revenu d'un coup, comme si quelqu'un avait remis le volume. Thomas s'est penché et a chuchoté que tout allait bien. J'ai hoché la tête de nouveau parce que hocher la tête est facile. Au fond de la chapelle, une de mes tantes était censée être là. Si mon père avait été là, il aurait insisté pour me conduire à l'autel, même si je lui avais dit il y a des années que je n'en avais pas besoin. Ma mère aurait pleuré tout le long. Ma sœur Sophie aurait corrigé tout le monde sur le programme et se serait plainte de l'éclairage. Aucun d'eux n'était là. Dehors, l'air était froid mais lumineux. La fin de l'automne en Savoie a cette sensation nette et vive qui vous réveille, que vous le vouliez ou non. Les gens m'ont étreinte, nous ont félicités, ont dit à quel point tout était beau. Un collègue a plaisanté en disant qu'au moins le temps avait coopéré. Quelqu'un a demandé où nous allions pour la réception. Puis c'est arrivé. Une femme que je connaissais à peine, l'accompagnatrice d'une invitée, a souri poliment et a dit « Alors, votre famille n'a pas pu venir ». Elle ne voulait pas dire de mal. Cela a presque rendu les choses pires. J'ai dit quelque chose de vague. Problème de voyage. Timing. Je ne me souviens même plus des mots exacts. Thomas s'est rapproché, a passé un bras dans mon dos et a habilement redirigé la conversation. Il avait toujours été bon pour lire les ambiances. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Au moment où nous sommes arrivés à la salle de réception, j'ai vérifié mon téléphone 6 fois. Pas d'appel manqué, pas de SMS, rien. Je n'attendais pas une parade. Je n'attendais pas d'excuses ou de discours, mais j'avais attendu quelque chose. Un message, une excuse tardive, un mensonge du type « on est en route ». Même un silence avec un contexte aurait été mieux que ça.
À notre table, le père de Thomas s'est penché et a demandé discrètement si tout allait bien. J'ai dit oui, parce que c'est ce que l'on dit quand on ne veut pas que son problème devienne celui des autres. Il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et m'a tendu un verre d'eau comme s'il avait déjà fait ça. À la moitié du dîner, je suis sortie sous prétexte de prendre l'air. Le parking était calme, les montagnes au loin, des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de l'entrée. J'ai sorti mon téléphone à nouveau, plus par habitude que par espoir. Toujours rien. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une urgence de dernière minute ou une erreur de communication. C'était un choix. Je me suis appuyée contre le mur de briques froids et j'ai essayé d'envisager les possibilités comme si je planifiais une mission, crevaison, visite à l'hôpital, retard dû à la météo. Aucune d'elles n'expliquait l'absence de tout le monde. Ni mes parents, ni ma sœur, pas une seule personne. Thomas m'a trouvé quelques minutes plus tard. Il n'a pas posé de questions. Il s'est juste tenu à côté de moi, les mains dans les poches, fixant le parking. Ils ne sont pas venus, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. C'était tout. Aucun jugement, aucune incrédulité, juste une reconnaissance. De retour à l'intérieur, le DJ a annoncé la première danse. Je suis rentrée la tête haute parce que la fierté est une chose étrange. Elle apparaît même quand tout le reste disparaît. J'ai dansé. J'ai souri quand il le fallait. J'ai ri quand quelqu'un a fait une blague. Si quelqu'un a remarqué le côté vide de la liste des invités, personne ne me l'a dit en face. À la fin de la soirée, j'avais mal aux pieds et aux joues à force de maintenir des expressions qui ne correspondaient pas à ce que je ressentais. Quand nous sommes enfin rentrés à l'hôtel, j'ai retiré mes chaussures, me suis assise sur le bord du lit et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de le brancher. Toujours rien. Aucun message de ma mère, aucun appel manqué de mon père, aucun commentaire sarcastique de ma sœur. C'était comme si j'avais disparu de leur vie sans préavis. Même si c'était moi qui m'étais présentée, je me suis dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. J'avais appris à mes dépens que les suppositions pouvaient faire de réels dégâts. Je me suis dit que nous parlerions plus tard, qu'il devait y avoir une raison, que les familles ne manquent pas un mariage sans raison. Mais même allongée là, fixant le plafond, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelle que soit l'explication que j'obtiendrais finalement, cela ne rendrait pas les choses meilleures, et que le silence dans lequel j'étais assise n'était pas la fin de quelque chose de gênant. Mais le début de quelque chose de délibéré, quelque chose qui avait déjà été décidé sans que je fasse partie de la conversation. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet juste après le lever du soleil. Assez fort pour me réveiller avant que je ne sois pleinement consciente. Pendant une demi-seconde, j'ai pensé que cela pouvait être ma mère ou mon père ou n'importe qui pour expliquer ce qui s'était passé sans empirer les choses. J'ai attrapé le téléphone, mon pouce déjà en mouvement avant que mes yeux ne soient complètement ouverts. Ce n'était pas eux. C'était un message de groupe de la tante de Thomas, nous remerciant à nouveau pour un beau mariage et s'excusant si elle avait dit quelque chose de maladroit la veille au soir. J'ai tapé une réponse polie, posé le téléphone et fixé le mur jusqu'à ce que la pièce se précise. Thomas dormait encore à côté de moi. Je ne l'ai pas réveillé. Il n'y avait rien qu'il puisse réparer, et je ne voulais pas que mes premiers mots du matin soient au sujet de ma famille. J'ai glissé hors du lit, enfilé un sweatshirt et me suis assise au petit bureau près de la fenêtre. Dehors, la circulation se déplaçait comme n'importe quel autre jour de semaine. Des gens allant travailler. La vie normale continuait sans attendre que je la rattrape. J'ai ouvert mes messages et j'ai fait défiler. Rien. J'ai vérifié les appels manqués, la messagerie vocale, les emails, même l'ancien chat de groupe familial que nous utilisions à peine. Le dernier message datait de plusieurs mois, un rappel de ma sœur Sophie concernant un calendrier de vacances qui n'avait jamais eu lieu. Sophie, la pensée s'est posée plus lourdement qu'elle n'aurait dû. Je ne lui avais pas parlé directement depuis des semaines, mais ce n'était pas inhabituel. Sophie aimait gérer les gens à distance. C'était le genre de personne qui savait toujours ce qui était le mieux pour tout le monde et s'assurait qu'il le sache aussi. J'ai tapé un court message, juste son nom. Pas de ponctuation, pas d'émotion. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant d'appuyer sur envoyer.
Les points sont apparus presque immédiatement. Salut, a-t-elle écrit. Tout va bien? Cela seul m'en a dit plus que je ne voulais savoir. Si elle ne savait pas pourquoi je lui envoyais un message, alors elle savait exactement pourquoi. Pourquoi personne n'est venu, ai-je écrit. Les points ont disparu, réapparu, disparu à nouveau. Une minute a passé, puis une autre. Finalement, nous ne pensions pas que tu nous voulais là. J'ai senti ma mâchoire se crisper. De quoi parles-tu? Une autre pause. Puis, tu as été très distante. Maman a dit que tu n'avais même pas appelé avant d'envoyer les invitations. J'ai lu cela 2 fois. Puis une 3e. J'ai envoyé des notes manuscrites, ai-je tapé. Tu le sais. Elle a répondu rapidement cette fois-ci. Elle semblait froide. Froide. J'ai failli rire. Je n'avais pas réalisé que les mariages venaient avec une exigence de température. Alors vous avez décidé de le manquer, ai-je écrit. Ce n'était pas seulement moi, a dit Sophie. Papa ne se sentait pas le bienvenu non plus. Celle-là a eu un impact plus fort. Mon père ne se sentait pas le bienvenu dans ma vie. À mon mariage. J'ai posé le téléphone un instant, pressé mes doigts contre mon front et pris une lente inspiration. Des années d'entraînement m'avaient appris à ne pas réagir à l'instinct, surtout quand quelque chose semblait étrange. J'ai repris le téléphone. Tu leur as dit de ne pas venir? Les points sont apparus. Sont restés plus longtemps cette fois. Je leur ai dit que tu ne voulais pas de scène, a-t-elle finalement écrit. Une scène. À mon propre mariage. Quelle scène, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, ce n'était pas pour expliquer. Tu as changé, a-t-elle écrit. Depuis l'armée. Voilà. La phrase que Sophie utilisait chaque fois qu'elle voulait clore une conversation. Pas un argument, un diagnostic. Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé le téléphone et j'ai de nouveau regardé par la fenêtre, observant un camion de livraison reculer dans une zone de chargement de l'autre côté de la rue. Le chauffeur a sauté, a claqué la porte, s'est mis au travail. Pas de drame, pas de signification cachée, juste une cause et un effet. Thomas est venu derrière moi quelques minutes plus tard, a passé ses bras autour de mes épaules et a posé son menton sur ma tête. Elle a répondu, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Pas vraiment. Il n'a pas insisté. Il connaissait les limites. Il a versé du café, a fait glisser une tasse sur le bureau et s'est assis sur le bord du lit. Plus tard cet après-midi-là, mon téléphone a recommencé à vibrer. Cette fois, ce n'était pas Sophie. C'était ma cousine Chloé, quelqu'un avec qui j'avais grandi et en qui j'avais suffisamment confiance pour être honnête quand les choses devenaient inconfortables. Je ne savais pas ce qui se passait, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Sophie nous a dit que tu voulais quelque chose de petit. Que tu ne voulais pas de drame familial? J'ai fermé les yeux. Quel drame, ai-je demandé. Elle a dit, papa a essayé de te parler et tu l'as rembarré. Que tu avais honte de nous. Honte. Un autre mot que je n'avais jamais utilisé à propos de ma famille, maintenant utilisé contre moi. Tu m'as demandé, ai-je dit. Il y a eu une pause sur la ligne. J'aurais dû, a admis Chloé. Après que nous ayons raccroché, je suis restée là, tenant le téléphone, sentant quelque chose passer de la confusion à quelque chose de plus froid et plus concentré. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'étaient pas des sentiments blessés qui spiralaient hors de contrôle. C'était une communication, coordonnée, répétée. Sophie n'avait pas simplement comblé des lacunes. Elle avait écrit l'histoire pour eux. Cette nuit-là, j'ai ressorti la liste des invités du site du mariage et j'ai commencé à passer des appels. Pas des appels émotionnels, juste factuels. J'ai demandé ce qu'on leur avait dit. J'ai écouté sans interrompre. Les réponses suivaient le même schéma, des mots différents, la même signification. Elle a dit que tu voulais de l'espace. Elle a dit que tu étais débordé. Elle a dit que tu ne voulais pas que les gens te regardent, me regardent. Au moment où j'ai posé ce téléphone,
mes mains étaient stables d'une manière qu'elles n'avaient pas été la veille. C'était un terrain familier maintenant. Information, schéma, intention. Thomas s'est appuyé contre le comptoir et m'a regardé tranquillement. Ce n'était pas accidentel, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Ça ne l'était pas. Plus tard, j'ai envoyé un dernier message à Sophie. Je sais ce que tu leur as dit, ai-je écrit. Pourquoi? Elle a répondu presque instantanément. Je te protégeais. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Me protéger de quoi? Mon propre mariage, ma propre famille. En mentant, ai-je demandé. Sa réponse est venue plus lentement cette fois-ci. En évitant que les choses n'empirent. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire qui changerait son avis, et je n'étais pas intéressé par une autre version des événements conçus pour la transformer en héroïne. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier et j'ai commencé à examiner les semaines à venir. Horaires d'entraînement, voyages, engagements que je pouvais contrôler. Si ma famille voulait de la distance, je pouvais respecter cela. Ce que je ne ferais pas, c'est courir après des gens qui avaient décidé que j'étais plus facile à gérer à distance. Cette nuit-là, alors que je posais mon téléphone face vers le bas sur la commode, j'ai pris une décision silencieuse. Je n'allais pas me défendre contre des rumeurs. Je n'allais pas supplier pour des explications, et je n'allais pas laisser quelqu'un d'autre continuer à parler pour moi en prétendant que c'était pour mon bien. Le silence dans lequel je m'étais réveillé ce matin-là ne semblait plus vide. Il semblait intentionnel. Et maintenant que je pouvais en voir la forme, je comprenais que ce que Sophie avait commencé ne se terminait pas avec des chaises vides. Cela se déplaçait juste plus silencieusement, comme les choses le font quand elles sont destinées à se répandre sans être remises en question. J'ai appuyé sur le bouton de démarrage et j'ai laissé le moteur tourner plus longtemps que nécessaire. Mes mains reposaient sur le volant comme si j'attendais des instructions qui ne viendraient pas. L'entrée de la base était déjà animée. Le trafic matinal se déplaçait en file continu. Les contrôles de sécurité étaient routiniers et sans particularité. J'ai baissé la vitre, tendu ma carte d'identité et hoché la tête au garde qui me reconnaissait. Il m'a fait signe de passer sans commentaire. À l'intérieur du portail, tout a de nouveau eu un sens. Les règles étaient claires. Les lignes existaient pour une raison. C'était toujours le contraste. Sur la base, les décisions suivaient une structure. À la maison, elles suivaient celui qui parlait le plus fort. Je me suis garé, j'ai pris mon sac et j'ai marché vers le bâtiment des opérations, mes bottes frappant le pavé dans un rythme que j'avais mémorisé il y a des années. L'air froid me maintenait alerte. J'en avais besoin. J'avais besoin d'avoir l'esprit clair parce que plus je m'attardais sur les mots de Sophie, plus un souvenir ressurgissait. Cela n'avait pas commencé avec le mariage. Cela avait commencé lors d'une courte permission des années plus tôt, quand j'étais rentré, pensant passer quelques jours tranquilles à la maison. Sophie m'avait récupéré à l'aéroport, parlant rapidement pendant tout le trajet, remplissant le silence de mise à jour que je n'avais pas demandé. Facture, réparation, stress. Elle aimait toujours donner le tonto. À mi-chemin de la maison, elle a mentionné le problème. De manière désinvolte au début, comme si c'était déjà résolu. Ils mettent la pression sur papa, a-t-elle dit. Le prêteur ne se soucie pas du calendrier ou des excuses. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a balayé ça du revers de la main, me disant de ne pas m'inquiéter encore. Au moment où nous sommes entrés dans l'allée, l'inquiétude était déjà là. Cette nuit-là, après le dîner, Sophie a attendu que maman débarrasse la table et que papa sorte prendre un appel. Elle a fait glisser un dossier sur le comptoir de la cuisine vers moi. J'ai besoin que tu regardes quelque chose, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'ai pas reconnus tout de suite. Des avis de prêt, des échéances, une estimation immobilière qui avait été entourée à l'encre rouge. Ils ont besoin d'une preuve de revenu, a-t-elle dit. Ou d'un soutien, quelque chose d'officiel. J'ai feuilleté les pages lentement. Ce n'est pas mon domaine. Elle s'est appuyée contre le comptoir. Ça pourrait l'être. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. Pas directement,
pas par écrit, juste assez pour tester la limite. Tu as des accès, a-t-elle dit. Tu connais des gens. Tu pourrais te porter garante pour quelque chose de temporaire, juste pour gagner du temps. J'ai refermé le dossier. Ce que tu demandes est illégal, ai-je dit. Elle a souri comme si je l'avais mal comprise. Je demande de l'aide. De l'aide. Ce mot avait toujours été le bouclier préféré de Sophie. Si elle appelait ça de l'aide, alors quiconque refusait devenait le problème. Je ne peux pas, ai-je dit. Pas comme ça. Son expression a changé. Pas en colère, mais évaluatrice. Tu as changé, a-t-elle dit. Tu étais plus flexible avant. Je suis les règles maintenant, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Elle n'a pas argumenté. Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste hoché la tête, ramassé les papiers et dit qu'elle trouverait autre chose. Je suis allée me coucher en pensant que la conversation était terminée. Elle ne l'était pas. Le lendemain matin, papa m'a prise à part dans le garage pendant que je chargeais mon sac dans la voiture de location. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas accusé. Il avait juste l'air fatigué. Sophie dit que tu ne veux pas aider, a-t-il dit. Je ne peux pas, ai-je répondu. Pas de la manière dont elle le veut. Elle dit que c'est temporaire. C'est toujours comme ça que ça commence. Il s'est frotté le front, a regardé le sol. Tu sais ce qui se passe si on perd cet endroit? Je savais. Et pendant un instant, je l'ai ressenti, l'envie de réparer quelque chose, de plier juste assez pour faire disparaître le problème. Ce moment est passé rapidement. Je ne risquerai pas ma carrière, ai-je dit, ni mon intégrité. Ce fut la première fois que je voyais de la déception dans ses yeux qui n'étaient pas mêlés de fierté. Je suis partie cet après-midi-là et je suis retournée à mon unité. Retour aux emplois du temps, aux briefings et aux attentes qui ne changeaient pas en fonction de la pression familiale. Je n'ai plus pensé au dossier. Pas avant des mois plus tard, quand Sophie a commencé à glisser des commentaires pendant les appels téléphoniques. Tu ne comprendrais pas, disait-elle. C'est différent quand c'est ta responsabilité. Certaines personnes ne peuvent pas se cacher derrière les règles. Chaque commentaire a atterri là où il était censé le faire. Au moment où la planification du mariage a commencé, cette décision avait déjà été renommée dans sa version des faits. Il ne s'agissait plus de l'égalité. Il s'agissait de loyauté, de choisir son camp, de savoir qui j'étais prête à soutenir quand les choses devenaient inconfortables. Debout dans le couloir devant la salle de briefing maintenant, j'ai ajusté mon uniforme et j'ai expiré lentement. Ce choix n'avait pas semblé dramatique à l'époque. Il avait semblé évident, nécessaire, le genre de décision que l'on prend une fois et sur laquelle on bâtit sa vie. Je suis entrée, j'ai pris place et je me suis concentrée sur l'écran au début du briefing. Calendrier, logistique, évaluation des risques. C'était familier, prévisible, l'opposé du chaos dans lequel Sophie prospérait. Ensuite, une de mes supérieures m'a prise à part et m'a demandé comment se passait ma vie de femme mariée. J'ai dit que c'était bien. C'était vrai. Du moins en partie. Pendant le déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone. Pas de nouveaux messages de ma famille. Sophie n'avait pas repris contact. Cela ne m'a pas surprise. Elle n'aimait jamais les conversations qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point tout me semblait clair une fois que j'ai cessé d'essayer de me justifier auprès de personnes qui avaient déjà décidé que j'avais tort. Cette décision prise il y a des années n'avait pas seulement protégé ma carrière. Elle m'avait marqué. Elle m'avait transformé en problème dans une histoire où la vérité était gênante. Et une fois que j'ai accepté cela, beaucoup de choses ont commencé à prendre sens. La distance froide, les récits réécrits, l'unité soudaine contre moi. Quand j'ai quitté la base ce soir-là, le soleil était déjà bas, projetant de longues ombres sur le parking. Je me suis assise dans ma voiture à nouveau, le moteur tournant, et j'ai réfléchi à la facilité avec laquelle j'aurais pu dire oui à l'époque. À quel point tout aurait pu sembler plus simple en surface. Cela n'aurait pas duré. Certaines limites ne se manifestent pas. On ne les voit qu'après les avoir franchies ou choisi de ne pas le faire.
J'avais choisi de ne pas le faire. Et que ma famille l'admette ou non, ce choix avait changé la façon dont ils me voyaient bien avant l'envoi de toute invitation de mariage. J'ai jeté mon téléphone sur le siège passager et je l'ai regardé glisser légèrement en sortant du parking, l'écran toujours noir du message que je venais de lire. C'était de Sophie. Pas une question, pas une explication, juste une courte mise à jour qui ne demandait pas de réponse. Maman est très stressée. Papa pense que tu devrais laisser tout le monde tranquille. Espace. Ce mot encore. Il apparaissait chaque fois que Sophie voulait de la distance sans admettre qu'elle l'avait créé. Je suis rentrée chez moi avec la radio éteinte, laissant le silence s'installer avec moi. Au moment où j'ai atteint notre allée, l'irritation s'était transformée en quelque chose de plus stable. Je n'étais plus en colère. J'étais alerte. À l'intérieur, Thomas était à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, révisant des plans de table qui n'avaient plus d'importance. Il a levé les yeux quand je suis entrée et a haussé un sourcil. Encore un bilan familial, a-t-il demandé. Plutôt une directive familiale, ai-je dit, en posant mes clés. Apparemment, je suis censée disparaître un moment. Il a fermé l'ordinateur portable. Tu le veux? Non, ai-je dit, mais je crois qu'ils ont déjà décidé que je le ferai. Au cours des jours suivants, le schéma est devenu impossible à ignorer. Je n'ai pas eu de nouvelles directes de mes parents. Tout venait de Sophie. Elle parlait pour eux, filtrait leurs mots, résumait leurs sentiments. Si je posais une question directe, elle répondait par une déclaration générale. Si j'insistais pour plus de clarté, elle la recadrait comme de l'inquiétude. Elle essaie juste d'aider, a envoyé ma mère une fois, le seul message que j'ai reçu d'elle cette semaine-là. Cela sonnait comme une réplique apprise. J'ai appelé mon père ce soir-là. Ça a sonné jusqu'à la messagerie vocale. Le lendemain matin, j'ai envoyé un simple suivi. Peut-on parler? Pas de réponse, mais Sophie m'a appelé plus tard cet après-midi-là. Je leur ai dit que tu étais sous beaucoup de pression, a-t-elle dit. Son ton était calme, raisonnable. Ils ne veulent pas t'accabler. En me coupant les ponts, ai-je demandé. En te donnant de l'espace, a-t-elle corrigé. J'ai presque admiré la facilité avec laquelle elle le faisait. Comment chaque mouvement était présenté comme de la gentillesse, chaque silence comme une protection. Ce week-end-là, une carte de mariage est arrivée par la poste. Elle était adressée à Thomas et à moi, signée par un ami de la famille que je n'avais pas vu depuis des années. À l'intérieur, une courte note nous félicitant et mentionnant leur regret de ne pas pouvoir y assister étant donné tout ce qu'ils avaient entendu. J'ai lu cela 2 fois. Qu'ont-ils entendu? A demandé Thomas. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai retourné la carte, vérifié l'enveloppe. Pas d'adresse de l'expéditeur, pas d'indice, juste assez d'informations pour confirmer ce que je soupçonnais déjà. J'ai recommencé à contacter les gens, cette fois plus délibérément. Pas des appels émotionnels, juste directs. Salut, c'est Manon. Je voulais éclaircir quelque chose. Sophie t'a-t-elle dit que je ne voulais pas de la famille au mariage? Peux-tu me dire exactement ce qu'elle a dit? Certaines personnes n'ont pas répondu. D'autres semblaient mal à l'aise, mais honnêtes. Elle a dit que tu ne voulais personne pour te regarder, a admis une cousine. Elle a dit que tu essayais de garder les choses propres et professionnelles, a dit une autre. Elle a dit que papa rendrait les choses gênantes. Chaque version me dépeignait comme distante, contrôlante, embarrassée, pas cruelle, pas malveillante, juste assez froide pour justifier de rester à l'écart. Au 3e appel, j'ai cessé de prendre des notes. Les détails n'avaient plus d'importance. L'intention, oui. Sophie ne réagissait pas. Elle façonnait. Cette réalisation a fait basculer quelque chose en moi. J'ai cessé de demander des explications et j'ai commencé à prêter attention au timing. Quand les messages étaient envoyés, qui entendait quoi en premier, à quelle vitesse le récit se répandait sans que personne ne me consulte. Un soir, Thomas était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone pendant que je me tenais à la fenêtre, observant notre voisin ramener une poubelle en place après que le vent l'ait renversée. Elle gère ça comme une campagne, a-t-il dit.
J'ai hoché la tête. Elle le fait toujours. En grandissant, Sophie avait été l'organisatrice, la planificatrice, celle qui parlait avec assurance dans les pièces où les autres hésitaient. Les gens l'écoutaient parce que c'était plus facile que de la remettre en question. J'avais passé des années à supposer que cela la rendait fiable. Je le voyais différemment maintenant. Quelques jours plus tard, ma mère a enfin appelé. Sa voix semblait faible, fatiguée. « Pourquoi ne nous as-tu pas parlé ?» a-t-elle demandé. J'ai essayé, ai-je dit. J'essaie toujours. Sophie a dit que tu avais besoin de temps. J'ai fermé les yeux. Maman, tu m'as demandé? Il y a eu une pause, pas longue, juste assez longue. Non, a-t-elle dit doucement. C'est à ce moment-là que ça a cessé d'être une question de malentendu. Le silence est devenu un choix. La délégation est devenue une abdication. Sophie ne parlait pas seulement pour la famille. Il la laissait faire. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table et j'ai fixé le grain du bois sous mes mains. La colère que j'attendais n'est jamais apparue. Au lieu de cela, il y avait une étrange clarté, une reconnaissance que quoi que ce soit, cela ne se résoudrait pas avec de la patience. Plus tard cette semaine-là, Sophie a envoyé un autre message. Celui-ci était plus long. Les gens s'inquiètent pour toi, a-t-elle écrit. Tu es distante depuis un moment. Depuis l'armée, honnêtement. Peut-être qu'il vaut mieux ralentir les choses. Je l'ai lu attentivement. La formulation, l'implication, la façon dont elle liait ma carrière à mon soi-disant comportement sans le dire explicitement. C'est là que ça a fait tilt. Il ne s'agissait pas seulement du mariage ou du passé ou de l'argent. Il s'agissait de contrôle, de savoir qui pouvait me définir quand je n'étais pas dans la pièce. Sophie avait perdu son pouvoir au moment où j'avais refusé de plier il y a des années. C'était sa façon de le récupérer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes contacts et j'ai commencé un autre type de liste. Des personnes en qui j'avais confiance, des personnes qui me connaissaient en dehors des rôles familiaux, des collègues, des amis, des mentors. Je ne construisais pas un dossier. Je m'ancrais dans la réalité. Cette nuit-là, Thomas et moi nous sommes assis par terre, triant les cadeaux de mariage que nous n'avions pas encore ouverts. Nous avons ri du papier cadeau dépareillé, plaisanté sur le retour des doublons. Nous nous sommes permis de profiter des parties de la journée qui s'étaient réellement bien passées. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sophie, papa pense qu'il vaut mieux garder les choses calmes pour l'instant, a-t-elle écrit. Pas de surprise. J'ai souri malgré moi. Calme? Pas de surprise. Venant de quelqu'un qui avait orchestré mon absence à mon propre mariage comme un conflit d'emploi du temps. J'ai posé le téléphone face contre terre et je suis retournée à déballer les boîtes, le son du papier déchirant net et précis dans la pièce silencieuse. Quoi que Sophie pensait contenir ne le restait pas. Et plus elle essayait de gérer le récit, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas du tout de paix. Il s'agissait d'une pression appliquée lentement jusqu'à ce que la résistance semble déraisonnable. J'étais en train de prendre un verre quand la pièce est devenue silencieuse de cette manière spécifique, quand quelque chose ne va pas. La salle de réception n'avait pas été bruyante au départ. C'était un soir de semaine, décontracté, juste des amis et quelques collègues qui n'avaient pas pu assister au mariage mais voulaient quand même célébrer. Des assiettes ont tinté. Quelqu'un a ri près du bar. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et le son s'est aplati comme si quelqu'un avait posé une main dessus. 2 officiers en uniforme sont entrés. Ils n'avaient pas l'air agressifs. Pas de mains sur les ceintures, pas de voix élevées, juste assez officielles pour que tout le monde arrête ce qu'il faisait. Quelques têtes se sont tournées, une chaise a raclé. J'ai senti Thomas bouger à côté de moi avant même de voir qui était derrière eux. Sophie est entrée en dernier. Elle portait un manteau neutre, les cheveux tirés en arrière, l'expression soigneusement mesurée. Pas en colère, pas satisfaite, mais préoccupée. Le regard qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable aux gens qui ne la connaissaient pas bien. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête comme si nous nous croisions dans une épicerie. Manon, a-t-elle dit assez fort pour la pièce. Je suis contente que tu sois là. L'un des officiers s'est raclé la gorge.
Madame, êtes-vous Manon Dubois? J'ai posé le verre lentement. Oui. Nous avons besoin de vous parler un instant. Un instant? C'est toujours comme ça que ça commence. Thomas s'est avancé. Y a-t-il un problème? L'officier l'a regardé, puis est revenu vers moi. Nous avons reçu une plainte. Nous avons juste besoin de poser quelques questions. Quel genre de plainte, ai-je demandé? Sophie a répondu avant qu'il ne puisse le faire. C'est juste à propos de quelques affaires financières, a-t-elle dit rapidement. Je ne voulais pas vous inquiéter, mais il semblait préférable de gérer cela correctement. Correctement? Elle l'a dit comme si elle me rendait service. La pièce était devenue immobile. Les gens faisaient semblant de ne pas regarder tout en regardant quand même. Quelques-uns de mes collègues ont échangé des regards. Ils n'ont pas pris la peine de se cacher. Ce n'était pas un PV. Ce n'était pas une plainte pour tapage. Tout le monde pouvait le sentir. Je suis heureuse de coopérer, ai-je dit. Mais pas ici. L'officier a hoché la tête. C'est bien. On peut sortir. Sophie a hésité juste une seconde. Ça ne prendra pas longtemps. Je me suis tournée vers elle. Tu n'avais pas à faire ça ici. Elle a baissé la voix, mais pas assez. Je n'ai pas choisi le moment. C'était un mensonge, et nous le savions toutes les deux. Dehors, l'air était frais et sentait légèrement l'échappement et le pavé humide. Les officiers ont posé des questions de base. Où je vivais, si je reconnaissais certains numéros de compte, si j'avais autorisé des virements récents, rien d'accusateur, rien de dramatique, mais l'implication était assez claire pour voyager à l'intérieur avec nous. Un officier m'a tendu une carte. Vous pourriez être contacté à nouveau. Suis-je accusé de quelque chose, ai-je demandé. Nous recueillons simplement des informations, a-t-il dit. Ils sont partis quelques minutes plus tard. Sophie est restée. Je ne voulais pas que ça dégénère, a-t-elle dit, croisant les bras. Mais tu ne voulais pas nous parler. Je l'ai regardé. Tu as amené la police à ma réception de mariage. Ce n'est pas ton mariage, a-t-elle dit. C'est une fête. J'ai failli rire. Ça, c'était nouveau. Rétrograder l'événement pour minimiser les dégâts. Que leur as-tu dit, ai-je demandé. Elle a soupiré comme si j'étais difficile. Qu'il y avait quelques irrégularités. Des comptes ouverts au nom de maman. De l'argent manquant. Il semblait que cela pouvait impliquer. Il semblait, ai-je répété. Elle a incliné la tête. Tu as des accès. Les gens supposent des choses. Les gens. Un autre bouclier. Personne de spécifique. Juste un groupe invisible derrière lequel elle pouvait se cacher. À l'intérieur. Thomas était déjà en train de répondre aux questions. Il les a coupées poliment, efficacement. Comme on le fait quand on ne veut pas que les rumeurs prennent racine. J'ai posé une main sur son bras et j'ai secoué la tête. Pas maintenant. Nous avons dit au revoir tôt. Dans la voiture. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques minutes. L'horloge du tableau de bord a affiché 8h42. J'ai regardé les chiffres changer et j'ai pensé au nombre de fois où Sophie s'était plainte que je n'étais jamais à l'heure pour les événements familiaux. Comme c'était ironique maintenant. Elle a planifié ça, a dit Thomas finalement. Oui, ai-je répondu. Elle voulait des témoins. De retour à la maison, j'ai retiré mes chaussures et je suis allée directement à mon ordinateur portable. Non pas parce que je paniquais, mais parce que la panique fait perdre du temps. J'ai sorti les relevés bancaires. J'avais accès à mes propres comptes. Propres, ennuyeux, prévisibles. J'ai vérifié les rapports de crédit. Rien d'anormal. Pas de nouvelles lignes, pas de surprise. Quoique Sophie parlait, cela ne venait pas de mon côté. Mon téléphone a vibré à nouveau. Papa, cette fois. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il écrit. J'ai fixé l'écran. Il n'avait pas appelé. Il n'avait pas demandé avant l'arrivée de la police. Il demandait maintenant après coup,
comme si tout cela se déroulait sans son consentement. Sophie a amené la police à la réception, ai-je répondu. Elle dit qu'il manque des fonds. Il y a eu une longue pause. Puis, elle essaie juste de régler les choses. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penchée en arrière sur la chaise. Cette phrase semblait plus lourde que les questions de l'officier. Régler les choses. Comme si c'était un désordre qui était apparu de lui-même. Savais-tu qu'elle faisait ça, ai-je demandé. Une autre pause. Elle a dit que ça pourrait être nécessaire. Nécessaire? Ce mot encore. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon email professionnel. Rien d'urgent. Pas d'alerte. Pas de drapeau. Cela viendrait plus tard. Je savais que des choses comme ça ne restaient pas contenues. Elles se répandaient dans des endroits où elles n'avaient pas leur place. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre, j'ai sorti un dossier du tiroir du bas et je l'ai étalé sur le lit. Copie d'ordre, journaux de voyage, approbation de congé, papier. Je les avais gardés par habitude plus que par peur. Preuve de où j'avais été et quand. Thomas m'a regardé depuis l'embrasure de la porte. Tu penses que c'est une question d'argent, a-t-il demandé. Pas vraiment, ai-je dit. C'est une question de levier. J'ai remis le dossier et j'ai refermé le tiroir. Quoi que Sophie pensait avoir accompli ce soir, ce n'était pas de la clarté. C'était une exposition. Elle avait pris quelque chose de privé et l'avait traîné au grand jour sous le couvert de l'inquiétude, comptant sur le choc pour faire le travail à sa place. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois avant de le poser pour la nuit. Pas de suivi des officiers, pas d'excuses de Sophie, juste un court message de ma mère. J'espère que tu comprends pourquoi cela devait arriver. J'ai fixé la phrase, puis j'ai placé le téléphone face vers le bas sur la commode. La pièce semblait différente maintenant. Plus calme, mais pas sereine. Comme l'air après qu'une sirène d'alerte s'arrête, quand on réalise que le son n'était pas le danger. C'était le signal. La notification est tombée dans ma boîte de réception alors que j'étais en ligne pour le café. Mon téléphone a vibré une fois contre ma paume avant de s'immobiliser. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je savais déjà ce que c'était. Les messages qui arrivent avant 7 heures du matin un jour de semaine, envoyés par des adresses qui ne vous contactent pas directement d'habitude, apportent rarement de bonnes nouvelles. J'ai payé, me suis écarté et l'ai ouvert d'un pouce. Examen administratif en cours. C'était l'objet. Pas de salutation, pas de contexte, juste assez d'informations pour que l'estomac se serre avant même de lire le reste. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'avais terminé le message 2 fois. Une enquête avait été transmise à mon commandement. Rien de criminel, rien de formel, mais mon accès était temporairement limité jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Procédure standard, l'appelait-il. Les procédures standards ont le don de ruiner des carrières sans jamais paraître dramatiques. Je me suis assise sur le siège conducteur, moteur éteint, et j'ai fixé le tableau de bord, laissant les implications s'aligner. Un accès limité signifiait pas de système, pas de projet sensible, pas de voyage. Cela signifiait être mise sur la touche sans que personne n'ait à vous accuser de quoi que ce soit à voix haute. Quand je suis entrée dans le bâtiment plus tard ce matin-là, les choses semblaient étranges de manière subtile. Une pause avant un salut, un deuxième coup d'œil qui s'attardait trop longtemps. Personne n'a rien dit directement, mais il n'avait pas besoin de le faire. Une nouvelle comme celle-là se propage vite, même quand elle n'est pas censée le faire. Ma supérieure m'a appelé dans son bureau en milieu de matinée. Elle a fermé la porte, m'a fait signe de m'asseoir et a croisé les mains sur le bureau. Cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. C'est procédural. Je sais. Elle a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête. Nous allons nous en sortir. Le « nous » était plus important que les mots. Pourtant, quand j'ai quitté son bureau, j'ai senti le changement. Mon badge d'habilitation fonctionnait toujours, mais je ne l'ai pas passé dans les zones habituelles. Une réunion que je devais diriger a eu lieu sans moi. Mon calendrier s'est vidé silencieusement,
bloc par bloc. Au déjeuner, j'ai mangé seule. Non pas parce que quelqu'un m'évitait, mais parce que je n'avais pas envie de répondre à des questions que les gens ne savaient pas comment poser. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé 3 appels manqués de mon père. Je ne les ai pas rappelés. Sophie, cependant, a envoyé un SMS. J'ai entendu qu'il pourrait y avoir des complications avec le travail, a-t-elle écrit. J'espère que tu vas bien. J'ai posé le téléphone et j'ai terminé mon sandwich. Cet après-midi-là, un enquêteur du bureau administratif a demandé une réunion préliminaire. Ton neutre, langage neutre. Il a expliqué le processus, ce dont ils avaient besoin, ce dont ils n'avaient pas besoin. Il a insisté sur l'équité, la diligence raisonnable, la transparence. Il a également demandé s'il y avait des conflits familiaux en cours qui pourraient expliquer la plainte. Oui, ai-je dit, il y en a, je n'ai pas élaboré. Les faits d'abord, les interprétations ensuite. Au moment où je suis rentrée à la maison, j'étais épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail physique. Thomas était déjà là, manches retroussées, une marmite mijotant sur la cuisinière. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Il m'a tendu un verre d'eau et a attendu. Ils ont limité mon accès, ai-je dit. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils n'en ont plus besoin, il a hoché la tête une fois. D'accord. Cette réponse calme m'a davantage ancré que n'importe quelle réassurance. La panique invite les erreurs. Le calme invite la stratégie. Cette nuit-là, j'ai rouvert le dossier. Ordre, journaux de voyage, formulaire de congé, email confirmant les lieux et les heures. Rien d'extravagant, juste de la documentation. Le genre qui tient la route quand les émotions ne le font pas. J'ai également tiré mon rapport de crédit à nouveau. Toujours propre. Pas de nouveaux comptes, pas de retard de paiement, aucun signe de chaos financier. Quels que soient les comptes dont Sophie parlait, ce n'étaient pas les miens. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit, la voix tendue. Sophie a dit que c'était juste une formalité. Elle a impliqué les forces de l'ordre, ai-je répondu. Ce n'est pas une formalité. Elle essayait de protéger la famille. De quoi exactement est restée sans réponse, j'ai posé une question différente. Sais-tu de quel compte elle parle? Il y a eu une pause, plus longue que d'habitude. Il y avait des choses ouvertes sous mon nom, a-t-elle dit doucement. Pour aider Sophie à traverser une période difficile. Il y a combien de temps, ai-je demandé. Des mois. Tu m'en as parlé? Non. Ce n'était pas surprenant. Cela ne faisait que confirmer quelque chose que je ressentais déjà. Le silence n'était pas accidentel. Il était structurel. Après l'appel, j'ai envoyé un bref message à l'enquêteur, signalant les nouvelles informations. Pas d'accusation, juste des faits, des noms, des dates, de la documentation disponible sur demande. Au travail, le processus d'examen s'est poursuivi sans commentaire. J'ai tout respecté, répondu aux questions directement, fourni les dossiers sans être sur la défensive. J'avais appris tôt dans ma carrière que la transparence l'emporte toujours sur la persuasion. Pourtant, l'attente a fait son œuvre. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le doute a le don de s'immiscer lorsque votre routine est perturbée. Vous commencez à rejouer des conversations, à vous chercher des erreurs que vous n'avez pas commises. Un après-midi, une collègue en qui j'avais confiance est passée à mon bureau. Les gens parlent, a-t-elle dit doucement. Rien d'officiel, juste du bruit, ai-je répondu. Ils ne pensent pas que ce soit sérieux. Le bruit se propage toujours, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Cette offre comptait. Elle m'a rappelé que si les rumeurs voyagent vite, la crédibilité dure plus longtemps. Ce soir-là, en arrivant à l'allée, mon téléphone a vibré à nouveau. Sophie. Je n'ai jamais voulu que cela affecte ta carrière, a-t-elle écrit. Mais tu ne nous as laissé aucun choix. J'ai fixé le message un long moment. La formulation, la déflexion. La façon dont la responsabilité était toujours ailleurs.
Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assise dans la voiture et j'ai fait une liste dans ma tête. Ce que je pouvais contrôler, ce que je ne pouvais pas, ce qui devait être documenté, ce qui devait être ignoré. L'enquête ne concernait pas encore la vérité. Il s'agissait d'impressions. Et les impressions, une fois formées, ne changent pas d'elles-mêmes. À l'intérieur, Thomas avait mis la table. Nous avons mangé, parlé de choses ordinaires. Laissé la vie normale exister aux côtés de l'incertitude. Quand je suis allée me coucher plus tard, j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur la table de chevet à nouveau, non pas parce que je l'évitais, mais parce que je savais que le prochain mouvement ne viendrait pas d'une notification. Il viendrait de preuves. J'ai fait glisser le dossier sur la table et j'ai observé le stylo de l'enquêteur s'arrêter au milieu de sa note. Il n'a pas semblé surpris. Il a semblé intéressé. Il y a une différence, et j'avais appris à la reconnaître tôt dans ma carrière. Ces horodatages, a-t-il dit en tapant sur la page. Vous êtes certaine qu'ils sont complets? Ils sont générés automatiquement, ai-je répondu. Aucune modification manuelle. Tiré directement du système. Il a hoché la tête et a continué à lire. La réunion n'a pas été dramatique. Pas de voix élevée, pas d'accusation, juste un examen méthodique de où j'avais été, quand et pourquoi. Le genre de conversation qui récompense la préparation et punit les suppositions. J'avais cessé de m'expliquer des jours auparavant. Maintenant, je me contentais d'exposer les choses pièce par pièce et de laisser les faits faire ce qu'ils font de mieux. Ensuite, je me suis assise dans ma voiture, les vitres légèrement baissées, l'air de fin d'après-midi circulant lentement dans l'habitacle. Je ne me sentais pas soulagée. Le soulagement vient après la résolution. Ce que je ressentais était plus stable que cela. Une direction. À la maison, j'ai tout étalé à nouveau, cette fois sur la table à manger. Relevé bancaire que ma mère avait transféré. Copie de documents qu'elle n'avait pas entièrement compris en les signant. Des dates qui s'alignaient trop parfaitement avec les baisses financières de Sophie. Je n'avais pas besoin de deviner. Le schéma était évident une fois qu'on cessait de le regarder émotionnellement. Thomas s'est penché par-dessus mon épaule, lisant tranquillement. Ces comptes, a-t-il dit, ils n'ont pas été ouverts tous en même temps. Non, ai-je répondu. Ils ont été étalés. De petits montants. Des timings différents. Comme quelqu'un qui essaie de ne pas déclencher d'alerte. Exactement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi, ai-je dit quand elle a décroché. Sophie a-t-elle géré tout ça? Il y a eu une longue expiration à l'autre bout. Elle a dit que c'était temporaire, a dit ma mère. Elle a dit qu'elle arrangerait ça avant que quiconque ne le remarque. L'a-t-elle fait? Non. Cette réponse avait plus de poids que n'importe quelle accusation. Elle n'était pas défensive. Elle n'était pas confuse. Elle était fatiguée. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant un calendrier qui s'étendait sur des mois. Approbation de congé, bloc d'entraînement, ordre de mission, la même routine que j'utilisais pour planifier des opérations, alignant les mouvements avec le temps, retirant l'émotion de la logistique, quelque chose a fait tilt. La première transaction douteuse avait eu lieu 3 jours avant l'envoi de mon invitation de mariage. La seconde, une semaine plus tard, juste au moment où Sophie avait commencé à dire aux gens que j'étais difficile à joindre. Elle a commencé ça avant le mariage, ai-je dit à voix haute. Thomas a levé les yeux. Quoi? Elle préparait déjà le terrain, ai-je répondu. Avant que quiconque ne manque quoi que ce soit. Cette réalisation a tout recadré. L'absence, les mensonges, le timing de la plainte. Rien de tout cela n'était réactif. C'était préventif. Sophie ne réagissait pas à mon mariage. Elle se protégeait elle-même. Le lendemain, j'ai rencontré un expert légiste affecté à l'affaire. Il m'a montré les rapports de métadonnées, les journaux d'accès aux appareils et les chemins de transaction. Il n'a rien dramatisé. Il n'en avait pas besoin. Les données racontaient l'histoire assez clairement. Ces virements, a-t-il dit,
en désignant un écran, n'ont pas été initiés depuis vos appareils. Je sais. Ils ont été initiés depuis 2 emplacements, a-t-il poursuivi. Dont aucun ne correspond à vos emplacements vérifiés à l'époque. Il n'a pas prononcé le nom de Sophie. Il n'en avait pas besoin. Plus tard cet après-midi-là, ma supérieure m'a contacté à nouveau. Pas formellement, juste une brève conversation dans le couloir. Ils prennent ça au sérieux, a-t-elle dit. C'est bien. Je suis d'accord, ai-je répondu. Elle a étudié mon visage une seconde. Vous gérez ça bien. Je n'ai pas le choix, ai-je dit. De retour à la maison, mon téléphone a vibré avec un autre message de Sophie. Je ne comprends pas pourquoi tu traînes ça en longueur, a-t-elle écrit. Nous aurions pu gérer ça discrètement. Discrètement. Ce mot signifiait quelque chose de très différent pour elle. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai supprimée, puis j'en ai tapé une autre. Supprimer celle-là aussi. Je n'étais plus intéressée par les disputes. Les disputes créent du bruit. Le bruit brouille les faits. Au lieu de cela, j'ai transmis le message à l'enquêteur et l'ai ajouté au dossier. Ce soir-là, je suis allée chez mes parents pour la première fois depuis la réception. La lumière du porche était allumée. Mon père a ouvert la porte sans un mot. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir. Ou peut-être avait-il simplement manqué d'énergie pour le cacher. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Même table, même chaise, atmosphère différente dans la pièce. Elle ne nous a pas tout dit, a-t-il dit finalement. Non, ai-je répondu. Elle vous a dit ce dont elle avait besoin. Il a fixé ses mains. Nous pensions que tu comprendrais. J'ai compris, ai-je dit. Juste pas comme vous l'espériez. Ma mère n'a pas beaucoup parlé. Elle n'en avait pas besoin. Les documents sur la table en disaient assez. Date, montant, notes écrites de la main de Sophie promettant un remboursement qui n'est jamais venu. Elle a dit que tu irais bien, a dit mon père doucement. Que ton travail te protégeait. Celui-là a eu un impact fort. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était révélateur. Je suis protégée par des règles, ai-je dit, pas par des faveurs. Il a hoché la tête lentement comme s'il entendait cela pour la première fois. Quand je suis partie, je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais concentrée. Le genre de concentration qui vient quand l'incertitude s'estompe et laisse derrière elle un objectif clair et unique. À la maison, j'ai ajouté un dernier élément au dossier, une chronologie. Simple, propre, sans opinion, juste des dates et des actions présentées dans l'ordre. J'avais cessé d'essayer de convaincre qui que ce soit de qui j'étais. Maintenant, je leur montrais juste ce qui s'était passé. Thomas a regardé pendant que je refermais le dossier. Tu vas bien, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des jours, cette réponse ne me semblait pas être quelque chose que je disais pour que cela devienne vrai. J'ai posé le dossier près de la porte, prête pour la prochaine réunion, sachant qu'une fois que les faits commencent à s'aligner, ils ne s'arrêtent pas juste parce que quelqu'un le souhaite. J'ai posé le dossier sur le comptoir et j'ai attendu que ma mère le feuillette page par page, plus lentement qu'il n'aurait fallu. L'horloge de la cuisine tic-taquait plus fort que d'habitude. Mon père se tenait près de l'évier, les bras croisés, fixant un point sur le mur comme s'il pouvait tout expliquer s'il regardait assez longtemps. Sophie était la seule à ne pas avoir bougé. Elle s'appuyait contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, nous observant comme elle le faisait toujours quand elle pensait déjà savoir comment les choses se termineraient. Ce sont des copies, a dit ma mère doucement, plus à elle-même qu'à moi. Oui, ai-je répondu. Les originaux sont avec les enquêteurs. Elle a hoché la tête et a continué à lire. Personne n'a parlé pendant 1 minute entière. Puis Sophie a soupiré. Ça va trop loin, a-t-elle dit. Je me suis tournée pour la regarder. Tu as ouvert des comptes au nom de maman. Elle a accepté, a répliqué Sophie. La tête de ma mère s'est relevée brusquement. Tu as dit que c'était de la paperasse. Sophie ne l'a pas regardé. C'était de la paperasse. Ce n'est pas la même chose, a dit mon père, sa voix plate.
Sophie a changé de poids. Une irritation a traversé son visage. Je vous ai dit qu'il nous fallait du temps. Je vous ai dit que Manon irait bien. Je n'ai pas interrompu. J'avais appris que les gens en révélaient davantage quand on les laissait parler. Tu retombes toujours sur tes pieds, a continué Sophie, me regardant directement. Tu as un travail qui te protège. Des relations, de la stabilité. Ce n'était pas ma responsabilité, ai-je dit. Son expression s'est durcie. La famille s'entraide. La famille ne ment pas et n'appelle pas la police, ai-je répondu. Les mots ont eu un impact plus fort que prévu. Mon père a tressailli. Les yeux de ma mère se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste refermé le dossier et posé ses mains à plat dessus. Quand allais-tu nous dire la vérité, a-t-elle demandé à Sophie. Sophie a haussé les épaules. Quand ce serait réglé? Et si ça ne l'avait pas été, a demandé ma mère. Ça l'aurait été, a dit Sophie. J'arrange toujours les choses. Cette phrase est restée suspendue dans l'air, fragile et trop confiante. Mon père a quitté le comptoir et s'est dirigé vers la table. Il a pris un des documents, a ajusté ses lunettes et a scanné les chiffres à nouveau. Cela a commencé avant le mariage, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Il a regardé Sophie. Avant que quiconque ne manque quoi que ce soit. Sophie a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si, ai-je dit. Tu avais besoin de gens de ton côté avant que les questions ne commencent. Mon père s'est assis lentement. Tu nous as dit que Manon ne nous voulait pas là. Sophie n'a pas nié. Elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas vrai, a dit ma mère, sa voix légèrement brisée. Sophie l'a finalement regardé. Elle ne voulait pas ce que nous apportons. La pièce est redevenue silencieuse. C'était la première chose honnête qu'elle avait dite. Ma mère s'est tournée vers moi. Est-ce vrai? Non, ai-je dit, mais même si c'était le cas, cela ne justifierait toujours pas cela. Sophie a ri une fois, un rire sec et sans humour. Tu ne comprends pas. Tu es parti. Tu as construit une vie où les règles comptent plus que les gens. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être coincé à nettoyer le désordre de tout le monde. Je ne t'ai pas laissé avec ton désordre, ai-je dit. Tu l'as créé. Sa mâchoire s'est serrée. J'ai demandé de l'aide. Tu m'as demandé de violer la loi, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Mon père s'est frotté le visage à deux mains. Tu nous as dit qu'elle irait bien. Il a dit à Sophie. Tu as dit que cela ne la toucherait pas. Sophie a haussé les épaules à nouveau. Elle va bien. Elle tient toujours debout, n'est-ce pas? C'était ça. C'était la limite. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de colère, pas de tristesse, mais de la clarté. Sophie n'était pas confuse. Elle n'était pas désespérée. Elle était calculatrice. Et elle croyait que le résultat importait plus que la méthode. J'ai besoin de comprendre quelque chose, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tu t'attendais à ce que je prenne le blâme? Sophie n'a pas hésité. Je m'attendais à ce que tu gères ça. Ma mère a poussé un son étouffé, à mi-chemin entre un halètement et un sanglot. Gérer quoi? A-t-elle demandé. Perdre sa carrière? Sophie s'est tournée vers elle, agacée. Elle ne la perdrait pas. Au pire, elle est réaffectée. Les gens se remettent. Ce n'est pas ta décision, a dit mon père. Sophie a croisé les bras plus fort. Quelqu'un devait en prendre une. J'ai regardé mes parents absorber cela. Les excuses sont tombées une par une. Ce qui restait n'était pas un malentendu ou un désaccord familial. C'était un choix que Sophie avait fait et qu'elle avait supposé que tout le monde accepterait. Je ne suis pas venue ici pour me disputer, ai-je dit. Je suis venue pour être claire. Sophie a ricané. Enfin. Je ne te couvrirai pas, ai-je continué. Je ne mentirai pas pour toi. Et je ne ferai pas semblant que cela visait à protéger qui que ce soit. Elle a incliné la tête. Alors, tu choisis ça plutôt que nous.
Je choisis la vérité, ai-je dit. C'est toi qui en as fait des camps. Mon père m'a regardé alors, vraiment, comme s'il voyait quelque chose qu'il avait évité pendant des années. Tu n'as pas fait ça, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois, lentement et délibérément. Nous l'avons fait. Sophie a ri à nouveau, cette fois plus fort. Ne sois pas dramatique. Ma mère s'est levée. Prends tes affaires. Sophie s'est figée. Quoi? Tu m'as entendu, a dit ma mère, sa voix stable maintenant. Tu dois partir. C'est ridicule, a claqué Sophie. Vous prenez son parti. Je prends mes responsabilités, a répliqué ma mère. Sophie s'est tournée vers moi, les yeux perçants. Profitant. Tu as toujours voulu gagner. J'ai secoué la tête. Il ne s'agissait jamais de gagner. Elle a attrapé son manteau et est passée devant moi en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les placards. Le silence qui a suivi était différent. Plus lourd. Honnête. Mon père s'est effondré sur la chaise. J'aurais dû poser plus de questions, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Tu aurais dû. Ma mère a tendu la main vers la mienne. Je suis désolée. J'ai serré ses doigts une fois. Je sais. Quand j'ai quitté la maison, le ciel était déjà sombre. La lumière du porche projetait un faible cercle sur l'allée. Je suis restée là un instant, respirant l'air frais, laissant le poids de la conversation s'installer sans essayer de l'organiser en quelque chose de plus propre qu'il ne l'était. Dans la voiture, je me suis assise, le moteur tournant, et j'ai réfléchi à la durée pendant laquelle les mensonges peuvent tenir quand tout le monde est d'accord pour ne pas tirer trop fort sur les fils, et à la vitesse à laquelle ils se démêlent quand quelqu'un le fait enfin. La chaise était plus froide qu'elle n'en avait l'air. Le plastique dur pressait à plat contre mon dos alors que je m'asseyais et posais le dossier sur mes genoux. La pièce n'était pas un tribunal. Pas exactement. Pas de banc de jury, pas de banc surélevé, juste une longue table, des murs neutres, un drapeau dans le coin, et des gens qui avaient appris à garder leurs visages illisibles pour gagner leur vie. Les commissions d'enquête militaire privilégient la fonction au drame. La mise en scène était intentionnelle. Les faits n'ont pas besoin de mise en scène. De l'autre côté de la table, Sophie était assise raidement, les mains croisées, les yeux fixés droit devant elle. Elle portait un blazer qui semblait choisi pour la crédibilité, pas pour le confort. Mes parents étaient assis derrière elle, assez près pour se sentir impliqués, assez loin pour éviter la responsabilité. Personne ne parlait à personne d'autre. Un officier a ouvert la session et a expliqué la portée de l'examen. Examen administratif, irrégularité financière, allégation de faute. Les mots étaient cliniques, dépouillés d'émotion. Cela me convenait. L'émotion avait déjà fait assez de dégâts. Ils ont commencé par les chronologies. J'ai remis mes documents quand on me l'a demandé. Ordre, journaux de voyage, vérification GPS liée au lieu de service. L'analyste a présenté le tout au panel, désignant calmement les dates, les coordonnées et les enregistrements système qui ne pouvaient être contestés sans inventer une conspiration. Ces entrées sont générées automatiquement, a-t-il dit. Il n'y a aucune indication d'altération manuelle. L'un des membres du panel a hoché la tête et a pris une note. Puis ils sont passés au compte. Un enquêteur financier a affiché les historiques de transactions à l'écran. Ouverture de compte au nom de ma mère. Virements espacés juste assez loin pour éviter les alertes immédiates. Point d'accès tracé à des appareils que je ne possédais pas et à des lieux où je ne me trouvais pas. Aucune de ces transactions n'a été initiée depuis les appareils du capitaine Dubois, a-t-il dit. Sophie a bougé sur sa chaise. On lui a demandé de s'expliquer. Elle s'est raclé la gorge. J'essayais de protéger ma famille. Il y avait de la pression. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. Pourquoi les forces de l'ordre ont-elles été impliquées, a demandé un membre du panel. Sophie a jeté un coup d'œil vers mes parents. On m'a conseillé que c'était la bonne façon de gérer la situation. Par qui? Elle a hésité. Par des gens qui comprenaient la situation.
Cette réponse n'a pas eu l'effet escompté. Ils ont diffusé l'audio que Sophie avait soumis avec la plainte. Une explication concise de préoccupation. Fond manquant. Peur que je puisse abuser de ma position. Cela semblait raisonnable jusqu'à ce que cela soit juxtaposé aux données. Puis sont venus les messages. Capture d'écran de SMS que Sophie avait envoyés. Pas tous, juste assez. Des phrases comme « elle ira bien » et « cela ne touchera pas sa carrière » sont apparues à l'écran dans une police neutre, dépouillée de contexte, mais lourde de sens. L'un des membres du panel a levé les yeux. Vous étiez consciente des conséquences potentielles pour le capitaine Dubois lorsque vous avez initié cela? Sophie a hoché la tête une fois. Je ne pensais pas. Ce n'est pas la question, a dit le membre du panel. Étiez-vous consciente? Oui. Ce fut la première fissure qui ne s'est pas refermée. On m'a demandé de parler. Je me suis levée, les mains le long du corps, la posture automatique. Des années de briefing avaient entraîné mon corps à rester immobile lorsque mon esprit était concentré. Je n'ai autorisé aucun compte au nom de ma mère, ai-je dit. Je n'ai transféré aucun fonds. Je n'ai demandé à personne de contacter les forces de l'ordre en mon nom. Mon emplacement lors de chaque transaction alléguée est vérifiable grâce aux journaux de service. Pas d'embellissement, pas de défense au-delà des faits. Ils ont demandé pourquoi je n'avais pas signalé le conflit familial plus tôt. Parce que c'était personnel, ai-je répondu, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. L'audience a continué. Analyse des métadonnées, accès aux appareils, comparaison d'écriture sur les formulaires signés. L'expert n'a pas spéculé. Il a simplement souligné les incohérences. Des signatures lisses là où la main de mon père tremblait maintenant. Des horodatages d'accès qui s'alignaient avec les enregistrements téléphoniques de Sophie. Mon père a baissé la tête. Ma mère a fixé le sol. Quand Sophie a été interrogée à nouveau, sa réponse s'est raccourcie. J'étais sous stress. Je ne pensais pas que cela importait. Je pensais qu'elle comprendrait quoi? Qu'elle avait été offerte en garantie. La pièce est restée silencieuse. Pas de halètement, pas de réaction, juste des stylos qui bougeaient. Finalement, le panel nous a demandé d'attendre dehors. Le couloir sentait légèrement le désinfectant et la vieille moquette. Je me suis appuyée contre le mur et je me suis concentrée sur ma respiration, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que c'était une habitude. Sophie se tenait à quelques pas, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Tu n'avais pas à faire tout ça », a-t-elle marmonné. Je l'ai regardée. « Toi non plus. » Elle a ricané. « Tu aurais pu régler ça discrètement. » Je n'ai rien cassé, ai-je répondu. Elle s'est détournée. Quand ils nous ont rappelé, le panel n'a pas perdu de temps. L'examen est clos, a dit l'officier. Les allégations contre le capitaine Dubois sont non fondées. Les preuves indiquent que la plainte était basée sur des informations fabriquées ou déformées. Les mots se sont installés dans la pièce sans cérémonie. Mon accès serait rétabli. La plainte serait classée. Aucune autre action contre moi. Ils se sont tournés vers Sophie. Cette affaire sera transmise pour un examen distinct. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne l'ai pas regardée quand la session s'est terminée. Je n'en avais pas besoin. Le résultat était assez clair. Dehors, le ciel était couvert, bas et gris. Mes parents se sont approchés lentement, incertains de ce qu'il fallait dire maintenant que le silence n'était plus une option. Je suis désolé, a dit mon père. J'aurais dû poser plus de questions. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Ma mère a tendu la main vers moi, puis s'est arrêtée. Je n'ai jamais voulu ça. Je sais, ai-je répondu. Et je le pensais. Sophie est passée devant nous sans un mot, ses talons claquant sèchement sur le sol, chaque pas rapide et contrôlé comme si elle pouvait distancer ce qui venait de se passer si elle bougeait assez vite. Je suis restée là un instant de plus, puis je me suis dirigée vers la sortie. Les portes du bâtiment se sont ouvertes automatiquement, l'air frais se précipitant alors que je sortais, le poids que j'avais porté pendant des semaines, s'allégeant juste assez pour me laisser respirer normalement à nouveau.
La vérité n'avait pas été dramatique. Elle n'avait pas été bruyante. Elle avait simplement été approfondie, et cela suffisait. Le lecteur de badge a sonné vers à nouveau 2 semaines plus tard, le son net et ordinaire comme il l'avait toujours été. Je suis restée là 1 seconde de plus que nécessaire, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que j'ai remarqué l'absence de tension. Pas de pause, pas d'écran d'avertissement, juste un accès rétabli sans commentaire. C'est ainsi que les choses fonctionnaient habituellement lorsque la vérité avait fait son travail. À l'intérieur, rien n'avait l'air différent. Même couloir, même café de la salle de repos qui avait un goût de brûlé, peu importe qui le faisait. Quelques personnes ont hoché la tête en me croisant. Une collègue m'a fait un rapide pouce levé et est retournée à son écran. Pas de discours, pas de félicitations. L'armée ne célèbre pas quand les systèmes fonctionnent. Elle passe juste à autre chose. Moi aussi. Ma supérieure m'a appelé plus tard ce matin-là, a fermé la porte et a fait glisser un document sur le bureau. Habilitation rétablie. Fonction complète reprise. Elle a croisé mon regard. Vous avez géré cela avec professionnalisme, a-t-elle dit. J'ai géré cela avec honnêteté, ai-je répondu. Elle a souri 1 fois. Ça aide. Ce qui n'est pas revenu tout de suite, c'est le bruit, les semaines de doute, le sentiment que chaque silence portait un poids. Cette partie s'est estompée plus lentement, mais elle s'est estompée. Le travail a rempli l'espace qu'elle avait laissé. Horaire, briefing, problèmes qui avaient des solutions au lieu de motifs. À la maison, les choses étaient plus calmes d'une manière différente. Mes parents appelaient occasionnellement, de courtes conversations, sans réécrire l'histoire, juste des mises à jour. Météo, rendez-vous chez le médecin. Ma mère s'est excusée plus d'1 fois, chaque fois, sonnant un peu moins comme si elle demandait pardon et un peu plus comme si elle acceptait ce qui ne pouvait être défait. Sophie n'a pas appelé. Je ne l'ai pas bloquée. Je n'en avais pas besoin. Le silence fonctionnait mieux quand il n'était pas forcé. Un soir, Thomas et moi étions assis sur la terrasse arrière, regardant le soleil plonger derrière les maisons de l'autre côté de la rue. Il m'a tendu une bière, s'est penché en arrière et a posé la question que les gens attendent généralement trop longtemps pour poser. Il te manque, a-t-il dit. J'y ai réfléchi. À la version de ma famille qui existait avant que le contrôle ne remplace la confiance. La personne que je pensais qu'ils étaient me manque, ai-je dit. Pas celle qu'ils se sont avérés être. Il a hoché la tête comme si cela avait un sens parce que c'était le cas. 1 mois plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Léa Moreau, une des stagiaires que j'avais encadrées au début de ma carrière. Elle avait eu des difficultés à l'époque, avait perdu son père jeune, s'était demandé si elle avait sa place. Nous avions parlé plus d'1 fois après de longues journées, assises sur les marches à l'extérieur du bâtiment parce qu'il était plus facile de respirer dehors. Elle a écrit qu'elle allait se marier. Puis elle m'a demandé si je voulais la conduire à l'hôtel. J'ai fixé l'écran plus longtemps qu'il ne l'aurait fallu. Quand j'ai raconté à Thomas, il a souri. Ça me semble tout à fait approprié. Le jour du mariage était doux. Le printemps s'était enfin installé, du genre que l'on mérite après un long hiver. L'église était petite, simple, remplie de gens qui semblaient vouloir être là. Léa attendait près de l'entrée, les mains tremblant légèrement. Elle a ri en me voyant. Je sais que ce n'est pas traditionnel, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je répondu. Quand la musique a commencé, elle a glissé son bras dans le mien. Les portes se sont ouvertes, la lumière se répandant sur le sol. Alors que nous marchions, j'ai aperçu des visages se tournant vers nous, souriants, pleins d'attente. Pas de rangée vide, pas de confusion. À mi-chemin de l'allée, Léa s'est penchée et a chuchoté « Merci d'être venu ». Les mots ont eu un impact plus fort que tout ce qui a été dit dans cette salle d'audience des semaines auparavant. Plus fort que les excuses, plus fort que les verdicts. J'ai serré son bras 1 fois. Toujours. Après la cérémonie, les gens se sont rassemblés dehors, riant, prenant des photos, faisant toutes les choses normales qui se produisent quand rien ne va de travers. Je me suis tenue à l'écart avec Thomas,
regardant Léa tourner dans sa robe pendant que quelqu'un ajustait son voile. Pour la première fois depuis un moment, mon téléphone est resté dans ma poche. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai soigneusement accroché ma veste d'uniforme dans le placard et j'ai fermé la porte. Le dossier qui m'avait suivi pendant des semaines restait intact sur l'étagère au-dessus. Je ne l'ai pas jeté. Je n'en avais pas besoin. La preuve ne disparaît pas juste parce qu'on n'en a plus besoin. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai pensé au mot vengeance. Comment les gens s'attendaient à ce qu'elle soit bruyante, désordonnée, satisfaisante de manières évidentes. Cela n'avait pas été le cas. Pas de cris, pas de confrontation dramatique sur des parkings. Pas de dernier mot prononcé avec un timing parfait, juste des faits, des conséquences, et la décision silencieuse de ne plus porter les dommages de quelqu'un d'autre. Sophie avait voulu du pouvoir. Elle avait voulu le contrôle. Elle m'avait voulu assez petite pour être gérée. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est de la distance. Le genre qui ne se manifeste pas mais qui ne se referme pas non plus. Je ne pouvais pas choisir la famille dans laquelle je suis née. Cette partie n'a jamais été sujette à débat. Mais je pouvais choisir qui je soutenais, qui je protégeais, à qui je faisais confiance avec mon nom et mon avenir. L'armée m'a enseigné la discipline. Elle m'a enseigné la structure. Elle m'a enseigné comment fonctionner sous pression. Cette expérience m'a appris autre chose. Être présente n'est pas une obligation. C'est une intention. Et une fois que vous comprenez la différence, vous arrêtez de courir après des gens qui ne vous valorisent que lorsqu'ils peuvent vous utiliser. J'ai éteint la lumière, me suis calé contre les oreillers et j'ai laissé le silence être juste cela, pas lourd, pas vide, juste calme. Je croyais que la famille était définie par le sang et l'obligation. Maintenant je sais qu'elle est définie par ce qui se manifeste quand cela compte vraiment. Il ne s'agissait pas de gagner ou de vengeance. Il s'agissait de protéger la vie que j'ai bâtie, la carrière que j'ai méritée, et la vérité quand il était plus facile pour les autres de l'enterrer. Le drame familial a le don de révéler qui valorise le contrôle sur le lien. Et parfois les histoires de vengeance familiale les plus fortes ne se terminent pas par la colère, elles se terminent par la clarté.